Je vous remercie vivement de m'avoir invitée et puis d'avoir pensé également aux éditions Didier. Mon souci est d'échanger avec vous, de partager, parce que nous avons tous les mêmes problématiques, je pense, nous, acteurs de ce grand et beau marché FLE. C'est pour ça que je me suis fait plaisir sur le titre. Marché FLE, marché FLE. C'est facile quand le fleuriste fait son marché. Parce que c'est un peu ça. Et puis j'avais aussi envie de surfer sur le positif et de dire que voilà, le FLE, c'est un monde des possibles. Très rapidement, pour nous situer, éditeurs, il y a 4 gros éditeurs français, de français langue étrangère, Hachette FLE, Clé Internationale, Édition Didier, Maison des Langues. Et puis, comme nous sommes à Grenoble, je ne voulais pas oublier, bien entendu, l'excellente et belle maison de Pugue. Là aussi, très rapidement, je ne sais pas si vous connaissez la maison Didier. C'est une vieille dame à laquelle je tiens beaucoup et dont je suis très fière de porter les couleurs de par son histoire dans le français langue étrangère. Ça a été une maison qui a toujours été militante. 1898, avec la librairie imprimerie Didier, dont Didier c'était une famille, la famille Didier. Tous les maris des éditrices de la maison Didier disent c'est qui ce Didier, je n'en peux plus. Didier a commencé très très tôt, 1902, premier manuel d'anglais, méthode directe, orale, c'est quand même assez audacieux. Puis dans les années 70, bien sûr, les méthodes audiovisuelles, notamment en anglais et en allemand. Et puis un rapport très très étroit avec la Sorbonne et le Crédif, qui formait tous les acteurs du français langue étrangère de par le monde et qui a contribué à la diffusion notamment de l'approche communicative et qui a nourri beaucoup de réflexions. Donc le Crédif, Centre de recherche et d'études pour la diffusion du français, entre 59 et 96, qui était à l'ENS de Saint-Cloud. Je vous fais juste ce rapide historique de la maison Didier parce que ça a nourri sa réflexion et nous avons encore ce fort héritage, notamment avec le niveau seuil 75. J'ai entendu beaucoup parler aujourd'hui des besoins. Le niveau seuil, c'était le fruit d'un long travail sur l'analyse des besoins en 75. Donc voilà, ça ne date pas d'hier et c'est encore notre problématique principale, répondre aux besoins et revenir sur l'apprenant. Tout ça a nourri également le cadre européen qui est sorti en 2001, ces petits bébés ou petits frères que sont les référentiels. D'ailleurs, nous travaillons sur le dernier, le référentiel C1 de Patrick Ribat qui va sortir. Un héritage aussi didactique. Avant, c'était la collection LAL, maintenant c'est la collection Langue et Didactique, aussi connue comme la collection Rose. Et puis nous avions un lien très étroit avec le CIEP jusqu'il y a peu. Voilà, ça c'est Didier. Maintenant, moi. Juste parce que je suis un pur produit FLE, je ne sais pas. Le paradoxe, c'est que je suis née à l'étranger, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans à l'étranger, je suis rentrée en France faire mes études et je n'en suis pas beaucoup ressortie. Je ressors beaucoup pour Didier et d'autres missions, mais mes études quand même m'ont menée au FLE, une licence d'anglais mention FLE, un diplôme en anglais à l'université de Londres et puis un master 1 et 2 à Paris 3, où j'ai longtemps été également chargée de cours. C'est pour ça que je suis très contente de pouvoir échanger à chaque fois sur les compétences et la formation des apprenants, des étudiants de master et qui sont futurs enseignants ou enseignants en cours. Ce qui était déclencheur, ça a été le master 2 ingénierie de formation linguistique qui m'a justement ouvert cette porte du monde des possibles et de ce que l'on pouvait envisager et toutes les différentes casquettes que l'on souhaitait porter. Mais ça ne s'arrête pas là. Au XXIe siècle, on l'a entendu beaucoup aujourd'hui, la formation continue est importante. C'est une vigilance de tous les temps qui nous permet de répondre à notre public, aux besoins, et puis d'être en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. Comme je suis quand même dans une maison d'édition, ça a été les outils de gestion, parce que quand on est chef de projet, il faut avoir une dimension de gestionnaire,
quelle qu'elle soit. Là encore, pour être en phase avec le 21e siècle, stratégie digitale et e-marketing, MOOC, réseaux sociaux et gestion de projet. Il y en a un excellent à Centrale de Lille. Et puis là, c'est ma prochaine formation la semaine prochaine, mais ce n'est pas innocent non plus, gestion des risques psychosociaux au travail. Vous verrez pourquoi. Tout ça m'a construite et a nourri mon credo pendant très longtemps. Tout est possible, on n'a qu'à le déclencher. Face à un choix énorme, j'ai voulu tout faire. Et je pense qu'on peut tout faire. Il faut juste serrer, hiérarchiser ses priorités, mais c'est la force de ces parcours. C'est que l'on peut être autant responsable pédagogique, créateur, auteur, chef de projet, éditeur notamment, parce que l'édition c'est de l'ingénierie, tuteur à distance, chef d'entreprise, avoir une dimension RH, voilà, des possibles qui se sont ouverts à moi et que j'ai incarné entre guillemets un temps. Donc juste rapidement, mon parcours, c'était enseignante FLE anglais, conceptrice de contenu multimédia. Je suis passée par Total, référence pédagogique à la direction formation interculturelle, chef de projet TIS, conceptrice FOAD, éditrice Didier UNESCO, responsable de centre d'auto-apprentissage, je l'ai fait dans le mauvais sens, excellent, responsable de centre d'auto-apprentissage, tout ça en parallèle, chargée de cours Paris 3, dans le Master 2, chez Didier, responsable développement. Et la suite, nous verrons bien. La thématique de la journée, c'était un marché. Alors j'ai été regarder quelle était la définition d'un marché, ce qui n'est pas forcément évident pour le français et l'anglais. Rencontre d'une offre et d'une demande solvable qui permet de permettre l'échange. Avec 5 acteurs principaux, les clients, producteurs, distributeurs, influenceurs, régulateurs. Transposé au FLE, ça n'était pas évident. Parce que si je reviens, une offre, une demande solvable, déjà, en français langue étrangère, quand on a le monde devant nous, c'est déjà une équation très difficile, de par l'hétérogénéité de notre public. Pour un éditeur, le public, c'est le monde entier. C'est des personnes de 4 à 100 ans. J'ai été un peu large, voilà, parce qu'on ne fait pas encore de trop de précoces, mais sinon on est très ouverte, mais ce qui montre que nous devons à un moment faire des choix, opérer des choix, hiérarchiser les priorités, ça touche tant le public que le privé, multi-support, toute modalité d'apprentissage avec des besoins, des cultures éducatives très hétérogènes. Donc face à ça, nos collègues du scolaire, en France, c'est différent, ils doivent s'appuyer sur des programmes, un public identifié. La force, mais en même temps la difficulté du FLE, c'est 180 pays avec autant de cultures éducatives derrière et de proposer des supports d'apprentissage qui leur conviennent. On a également des problématiques de diffusion, c'est-à-dire que pour toucher ce public, un public business qu'on appelle B2B, ça veut dire que un monde d'affaires rencontre un monde d'affaires. Et B2C, ça veut dire moi, édition Didier, je vais directement au quidam, à l'individu, à l'utilisateur. Ce sont des plans économiques qui sont différents à mettre en place. Notre public, c'est l'Alliance française, la Fondation Alliance française, l'Institut français, que je salue, les universités, que je salue, écoles de langue, grandes écoles, associations, entreprises, individus. Tout ça, il faut réfléchir aux différentes manières de les toucher. Concrètement, quand quelqu'un adopte notre méthode, une alliance française adopte notre méthode, ça c'est du B2B. Nous devons lui envoyer nos livres. On envoie nos livres par avion, par bateau. On va faire des présentations, des ateliers de formation. On fait des visioconférences pour vérifier avec l'équipe pédagogique que tout se passe bien, pour les former. On fait des mailings. On est très en contact via Facebook. Le Facebook de Didier explose grâce au FLE. C'est le public FLE qui nourrit le Facebook Didier. Je pense qu'on est à peu près à 100 000 amis. Twitter, LinkedIn, des webinaires. Tous les médias sont importants. Le monde a changé. Je ferai une petite aparté tout à l'heure très rapidement. Je suis intervenue ici en 2011 sur la problématique les enseignants et les TIS. Il y a encore des choses qui sont vraies, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé en 5 ans, qui font partie de notre quotidien, et notamment les réseaux sociaux, qui impliquent derrière des compétences à mettre en œuvre pour pouvoir être en accord avec notre public. Donc les enjeux pour un éditeur,
pardonnez l'anglicisme, mais c'est le monde de l'entreprise, on est truffé. Business model ou modèle économique. J'aurais pu faire un effort, j'en conviens, 1000 excuses. Une production, quand j'entends production, une production de support, de contenu, hein, c'est tous les supports d'apprentissage que vous utilisez en tant qu'enseignant, que sont les livres, cahiers, etc. Réactif. Des problématiques juridiques, quand on doit faire face à 180 pays. Des problématiques d'auteur. Trouver un auteur qui fait partie de mes fonctions principales de recherche d'auteur n'est pas chose aisée. Un bon enseignant n'est pas forcément un bon auteur. Ce qu'il met en place dans sa classe, il le porte avec son public, il l'adapte en fonction de son public. Sa pratique n'est pas forcément transposable à un autre public. C'est ce qui est revenu beaucoup dans la journée, hein, c'est adapter à son public, adapter à la culture éducative et aux besoins que l'on a, en face. Mais trouver un bon auteur, c'est bien parce que ça permet un bon auteur permet de mettre en place normalement une pédagogie qui va répondre à une multiplicité de besoins. Un enjeu également de sens, de pédagogie qui est adaptée et facilitatrice. Et puis bien entendu un enjeu de fidélisation de clients. Je pense qu'on soit un éditeur, une école de langue, une université, on doit quand même, notre objectif et intérêt, c'est qu'il y ait du monde qui nous fréquente, entre guillemets. Et ça passe aussi par des stratégies de maquette de cours, des stratégies marketing et des stratégies d'accompagnement et de formation d'enseignants. Juste pour vous donner un petit peu la température, juste en réflexion, parce que quand j'ai vu ce que j'avais proposé comme sujet d'intervention aujourd'hui, c'est d'essayer de commenter l'évolution et d'envisager l'évolution du marché du FLE. Je vous donne juste des mots-clés que l'on peut, lorsqu'on va rencontrer les enseignants de par le monde, de par les forums, l'évolution un petit peu des mots-clés et qui permet, quand on analyse le marché FLE, de souvent prendre de la distance entre des projections d'enseignants, des besoins identifiés, des besoins réels. Quand on fait des études, par exemple, on fait des études sur les pratiques des enseignants, ils veulent tous une grammaire réflexive, démarche actionnelle et avec du numérique. Et quand on fait une étude sur les pratiques réelles en classe, la plupart n'ont pas forcément de numérique, font absolument pas une grammaire réflexive. Ça n'est pas un jugement, je fais juste un constat. Et donc ça peut être perturbant en tant qu'éditeur nous, notre objectif, c'est de créer des contenus qui vont répondre à votre besoin. Mais entre fantasme et réalité, parfois il y a un grand écart. Et voilà, il faut avoir conscience de cette variable. Et ça, on le sent notamment, voilà, un peu ce qui est à la mode. 2005, bien entendu, le CECR avait juste quelques années, ça commençait à être intégré. Donc c'était CECR. Est-ce que c'est en accord avec le cadre, sachant que le cadre, on ne va pas revenir dessus, n'est pas prescriptif. CECR, tâches actionnelles, portfolio, grammaire. J'avais des allergies à la fin, en fait. Hein. Il y a des mots. Est-ce qu'il y a des tâches? Non, moi je suis impeccable aujourd'hui. Je n'ai pas de tâches chez nous. Sachant que voilà, on a appris depuis des millénaires et le tout, c'est de s'adapter à son public. Mais c'était intéressant de prendre ces petites températures. Hein. 2005, c'était ça. 2010, est-ce que c'est en accord avec le cadre? Donc, ça va aller. Des tâches, toujours, co-construction, 2.0, TNI, dispositif 10, je fais ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème, je m'adapte. Mais c'est intéressant, là encore, position méta. Et puis 2016, donc voilà, 15 ans après la sortie du cadre. D'ailleurs, ils réfléchissent à le ressortir. Là, en juin, ils font un petit forum. Alors, les mots-clés en 2016. Rassurant. Un certain réalisme, ça c'est intéressant. Moi, je veux juste des projections réalistes. Ah, la phonétique, lexique, ça c'est ce qui est en ce moment à la mode. Mais pourquoi pas? Revenons vers du lexique. Hein. Hybride, ça revient, je ne l'avais pas mis, mais mobile. Les jeux, quand on va en librairie, vous voyez, il y a beaucoup de jeux. Hein. Le jeu est à la mode, ou surtout les forums, les réseaux sociaux. Vous voyez, le jeu est à la mode. Mais pourquoi pas? Hein, amusons-nous, c'est tant
qu'on produit derrière, c'est bien. Et environnement numérique, ça c'est intéressant parce que ça l'était déjà, mais ça revient un petit peu plus. On parle d'environnement, donc ça veut dire que peut-être on va accompagner et prendre en charge. Voilà les petits mots-clés. Je regarde le temps, ok. Donc les besoins émergents, ça rejoint ce qui a été dit tout au long de la journée, mais c'est bien, ça veut dire qu'on est raccord, ça me rassure. Bien sûr, un besoin grandissant de personnalisation. C'est comme ça que l'on va recruter davantage de clients, si je puis dire. Ils veulent aujourd'hui que ce soit personnalisé et en avoir pour leur argent. Exigence accrue. Mais ça passe aussi par un présentiel efficace. C'est intéressant de se dire présentiel efficace. Mais ça rejoint un peu les modalités qui se mettent en place. Si je fais un peu de classe inversée, c'est pour justement qu'en classe, en présentiel, par exemple, on focalise sur les difficultés orales des apprenants. Donc là encore, moduler et adapter l'apprentissage en fonction des besoins, mais valoriser les différents temps d'apprentissage. Donc ça veut dire qu'on gagne en qualité peut-être et en professionnalisation. Toujours nomade et digital. Digital vient plus que numérique. Mais ça, je pense que ça a une incidence. C'est juste le web qui a une incidence de ce côté. Et puis les certifications reviennent en force. Mais tout ça participe de la professionnalisation du réseau et également parce que les certifications, c'est un enjeu lucratif derrière qui est important et ça monte en puissance. Donc tant mieux, notamment DELF, DELF, et bien d'autres. Les mots-clés encore, au niveau de la formation 2016, je passe très rapidement. Expérience utilisateur, donc là on recentre sur l'apprenant. Gamification, je vous donne des mots-clés après pour que vous creusiez. C'est comme ça qu'on fonctionne un petit peu. Moi c'est mon quotidien de veille, on chope des choses et puis après on va un peu plus loin en fonction de ses besoins. Gamification, donc c'est rendre les formations un petit peu plus ludiques, c'est un héritage des jeux vidéo. Social learning, ou les réseaux sociaux, donc c'est de l'apprentissage collaboratif. Les MOOC, les Cooks, les SPOCs, je ne sais si je les ai dit correctement, qui sont des déclinaisons du MOOC en version professionnelle, Cook et SPOCs en version réduite avec un public plus réduit. Design Thinking qui nous vient de San Francisco, Adaptative Learning ou bien apprentissage adaptatif, je vous laisserai mon PowerPoint. Learning Analytics, je dis plein de gros mots, comme ça je crâne et je m'en vais. J'en expliquerai quelques-uns. Juste pour vous dire mon quotidien en tant qu'éditeur, eh bien ma formation d'ingénierie de formation a été très importante et c'est ce qui me construit au quotidien. Je transpose toujours les outils que l'on m'a donnés pour être chef de projet, et c'est transposable partout, qui va de analyser, concevoir, produire, vendre, évaluer. On peut le transposer pour beaucoup de concepts pédagogiques. Comme on est un projet, un concept, un contexte, un besoin, des programmes, ça dépend. Ça vient rarement des auteurs, c'est souvent l'éditeur qui le provoque. Ça passe aussi par une équipe d'auteurs et d'éditeurs, une charte éditoriale qui formalise les traits distinctifs et les principes méthodologiques de ce projet, et puis un plan éditorial à 3 ans et les diffuseurs qui prennent en main après. Qu'est-ce que ça a impliqué en termes de compétences pour moi ? Je trouve mon cerveau magnifique. De la veille, de l'ingénierie, des projets, la démarche projet, avoir une dimension digitale très très forte, de développer un réseau, que ce soit un réseau physique, c'est-à-dire avec le réseau, la coopération, mais également d'être présent sur les réseaux et puis de se mettre en réseau. Le réseau est fondamental. De trouver des solutions et donc d'avoir une gestion de l'innovation, avoir une dimension RH, recrutement auteur, recrutement d'équipes, de recrutement d'éditeurs, recrutement de chefs de projet, de prestataires. La veille est importante et cruciale. Veille technique, veille didactique. Tout ça passe par une gestion de l'information qui est passionnante, mais qu'il faut bien savoir cadrer pour ne pas s'éparpiller et se perdre. C'est un des dangers et en même temps un côté passionnant du web, et ça passe également par la mise en place d'outils de veille. L'ingénierie, je vous en ai parlé très rapidement. Le projet, donc, c'est mettre en place des compétences de gestion. Et tout ça, pour moi, les mots-clés étaient curiosité, polyvalence et adaptabilité. À la base, je n'ai pas d'une formation RH, je n'avais pas une affinité forcément très forte technologique, mais je suis obligée de suivre le 21e siècle. Je ne suis pas technicienne, mais il faut comprendre ce qui se passe autour de nous. Voilà mon quotidien.
C'est normal, ça vous montre un petit peu tous les interlocuteurs auxquels on doit faire face. Moi, c'est la flèche verte. Donc on intervient avec énormément de gens, beaucoup de profils variés, des auteurs, des didacticiens, des studios DVD, des studios d'enregistrement, le marketing, des fabricants qui vont fabriquer le manuel, des graphistes, etc., etc. Fort de toute cette expérience, ce que l'on met en place encore en termes de compétences, c'est une ouverture au changement, prendre en compte les facteurs de réussite si l'on peut, et puis surtout ne pas hésiter à passer au plan B quand le plan A ne marche pas. Mais attention, parce qu'avoir envie de tout, à accepter tout, à ne pas savoir dire non, attention de ne pas s'éparpiller, c'est un drame social que nous avons en permanence dans l'entreprise, mais également ailleurs. Attention au burn-out, surcharge de travail, fatigue excessive, qui nuit à tout. Il y en a beaucoup autour de moi, je dois en être au 151e, mais l'on survit. Ma question du jour. Ma question du jour, je sais c'est en anglais, vous me pardonnerez, je suis hybride et donc j'ai des petits réflexes qui ressortent, mais malheureusement le numérique a une incidence de ce côté-là. Et puis la formule est assez choc et je remarque quand même que dans l'illustre que j'ai choisi, c'est presque Thierry Soubrier, à part les bottes parce que c'est pas trop son style. Ma question du jour, donc, ça rejoint les temps d'apprentissage nomade. De plus en plus, je veux apprendre partout, sur n'importe quel support. Mais c'est pas si simple de mettre ça en place, en fait, techniquement. On veut mettre ça sur un ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone, sachant que l'ordinateur recule de plus en plus des utilisations sur smartphone. Donc, c'est des produits éditoriaux en mutation. Ça nous touche éditeurs, mais ça vous touche vous également, parce que vos apprenants en classe ont des smartphones, les consultent énormément, et pourquoi ne pas mettre des contenus dessus ? Ce qui fait que ça nous pose des problématiques en termes de contenu et en termes de design. Qu'est-ce que je peux mettre pour apprendre sur un smartphone avec la contrainte physique juste cela fait 10 cm, enfin ça dépend les smartphones. Je ne peux pas avoir une utilisation, je ne peux pas avoir plus de 8 items. Ça pose donc, il y a la pédagogie, c'est ce qui est intéressant. Enfin, la pédagogie passe avant la technique. Mais j'attends encore beaucoup des auteurs pour me proposer des concepts intéressants pour une utilisation smartphone, par exemple. Là, c'est un défi qu'on avait fait, c'était une petite enquête policière en A1. En 10 épisodes de 30 secondes chacun. Voilà le défi. C'était très intéressant. C'était une première expérimentation, un premier produit, et on en est assez content. Mais là encore, on peut encore faire énormément de progrès. C'est accessible gratuitement, celui-ci. Ça s'appelle Oral. Voilà un petit peu juste les problématiques, comment transposer nos contenus sur tous ces supports, entre le livre et répartir les temps d'apprentissage, entre le livre, le cahier, le tableau numérique, dont on entend beaucoup moins parler. Les applis sur tablette, les applis smartphone et bien sûr les travaux que l'on peut faire sur une plateforme ou des environnements d'apprentissage. Donc les enjeux, des offres présentielles rassurantes. Ça me fera une transition quand je vais finir après par les enseignants et les compétences. Des offres présentielles rassurantes et enrichies. Le manuel est en mutation, mais les cours également et le présentiel aussi. Et puis les enjeux d'avenir pour nous, pour moi, ma problématique au quotidien, ce sont les systèmes pédagogiques adaptatifs. Le big data, qui nous concerne tous au quotidien, sert l'éducation avec des promesses qui sont intéressantes si l'on s'en sert bien, comme toujours avec le numérique. Si le pédago est en amont, normalement, ça devrait bien se passer. Que sont l'ancrage mémoriel et puis l'apprentissage adaptatif. L'ancrage mémoriel, ça part du principe que 80% de ce que nous apprenons est oublié au bout d'un mois. On va faire un certain nombre d'activités et il y a un plugin, un algorithme derrière qui va calculer en fonction de vos réponses votre taux de déperdition et vous faire des petits rappels et des suggestions d'exercices derrière. Comme ça paraît un peu robotisé. Si on a bien pensé les contenus en amont, ça peut être assez efficace si on trouve un bon rythme entre ne pas recevoir des mails tous les jours pour nous rappeler qu'on ne doit pas oublier.
Mais ça, c'est une nouvelle technologie, c'est la nouvelle chose avec des startups, notamment comme Domocio, qui est une startup française qui a eu le prix d'innovation en 2015. Je vous recommande d'aller voir sur leur site, nous travaillons avec eux. Une autre technologie, c'est donc l'apprentissage adaptatif. C'est un peu sur le même principe. En fait, ça récolte, ça analyse les données et les travaux de vos étudiants et ça va proposer des parcours en fonction de leurs erreurs, etc. Ça permet donc d'individualiser l'apprentissage. Donc ça se fait notamment avec une entreprise qui s'appelle Newtom. Donc c'est améliorer l'orientation des étudiants grâce à des algorithmes et l'analyse de données quantitatives. Et notre autre enjeu, c'est la formation des enseignants. On demande de plus en plus aux éditeurs de proposer des formations d'enseignants. Donc, le big data pour l'apprentissage, c'est optimiser l'apprentissage et en mesurer l'impact et s'associer les sciences cognitives et le big data. Je vais passer. Ce qui était intéressant, c'est que je voulais vous montrer une démo. Hier, je suis allée sur le site de Newton et voilà ce que j'ai eu. Votre tuteur robot est en maintenance. Je trouvais ça excellent. Forcément, quand on fait une démonstration numérique, ça arrive toujours. Ce qui fait que, heureusement que l'humain est là. Et vous, me direz-vous, les enseignants FLE, dans le monde, une hétérogénéité de niveau de formation, quand même une grande précarité. Ce qui fait que pour parer au maximum à cette précarité, on encourage une forte professionnalisation. Et puis ça passe notamment par la spécialisation. Vous avez vu, je ne suis pas forcément spécialiste de marketing, de numérique, etc. Mais j'ai dû enrichir mon parcours tout au long de mes 15 années de travail. J'avais juste marqué cette petite citation de Tardif en 2011 et elle est toujours d'actualité. L'intégration des TIS pour les enseignants, ça les incite à assumer des fonctions d'entraîneur et de médiateur afin de soutenir les élèves dans leur démarche d'apprentissage. Je pense que c'est toujours d'actualité. Je vais passer rapidement. J'avais extrait aussi ça de Nicolas Guichon dans Langue et didactique vers l'intégration des TIS en classe de langue qui expliquait pourquoi les enseignants intégraient les TIS dans leur classe. C'était notamment pour faire évoluer leur façon d'enseigner, ce qui est une nouvelle optimiste. Et puis, les compétences en jeu au niveau de l'exploitation des TIS, médiation, évaluation, diffusion, conception, intégration, et puis réseau. Si moi, j'avais à vous faire des pistes de suggestions pour vous, la relève, ou pour la relève à venir, c'est, comme on l'a entendu ce matin, adapter sa méthodologie, co-construire, se mettre dans une dynamique de réseau, écoute, respect, confrontation, agilité, échange, engagement réciproque. Intégrer les usages venus du digital. Ça rejoint encore interactivité, échange, gamification, qui sont des leviers pertinents. J'ai beaucoup entendu parler de trouver des leviers, le digital en est un. Avoir une curiosité, des tests d'outils web, et puis accompagner le changement. Découvrir la culture digitale, maîtriser les concepts clés, puis s'inspirer un peu des tendances qui émergent. Et juste pour conclure quand même, le nouveau monde du travail, 87% des gens n'ont pas un horaire fixe, on ne travaille plus toujours au même endroit, on est de plus en plus dans du coworking, travailleurs flexibles, les startups, les Fab Labs, et le job à vie c'est fini, donc il faut vraiment essayer de trouver sa voie et puis ne pas oublier que 60% des métiers qui façonnent l'avenir n'ont pas encore été inventés. Et ça, c'est enthousiasmant. Du coup, c'est pas facile de savoir ce que l'on peut faire de son avenir. Il y a des gens qui se sont bougés et je trouve ça très enthousiasmant. Quand j'ai sorti de mes études, on n'était pas du tout dans ces problématiques. Je trouve que c'est extra. Vous devez peut-être les connaître. Ils sont très actifs sur les réseaux. Il y a les experts qui ont monté une boutique FLE où ils vendent leurs fiches pédagogiques à 1 euro, 2 euros. Enfin voilà, c'est une démarche. Ils ont mis en place des choses. Ils sont très intéressants. Il y a Tensenku avec Céline Mésange, qui est une communauté. En fait, les formateurs et les enseignants rassemblent de plus en plus leurs expertises pour créer des pôles d'expertise et puis aller faire des formations. Enfin, ils se prennent en main et ils vont proposer leurs services. Et voilà, on peut maintenant toucher tout le monde et vous pouvez, c'est ce qui est très enthousiasmant. Agito aussi est très intéressant. Et puis les arts du FLE, voilà, ce sont des profs de FLE qui ont monté des communautés et qui proposent plein de contenus. C'est une communauté qui est très dynamique et avec plein de choses à venir.
Puis voilà, surtout pas oublier, chaque organisation a sa priorité selon le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Voilà, des priorités sur le terme de l'égalité sociale et rentabilité. Et je conclus sur ce que j'ai dit aussi en 2011, je ne radote pas, mais c'est juste un petit fil, qu'un enseignant, c'était une citation qui est très utilisée d'un auteur britannique de science-fiction, qu'un enseignant qui peut être remplacé par un ordinateur devrait l'être. Oui, donc on a encore notre place et plein de choses à faire.